Lorsque les historiens relatent la Révolution française de 1792, leur attention s'attarde généralement sur ce qui s'est passé dans les rues, les massacres de septembre, la chute de la monarchie et la ferveur révolutionnaire qui a consumé Paris. Pourtant, la véritable histoire, largement absente des archives révolutionnaires et toujours cachée dans les marges des documents, s'est déroulée dans les tours. Tout a commencé par un simple ordre de confiscation. Des ouvriers à travers la France ont reçu l'instruction de retirer les cloches des églises, des cathédrales et des tours civiques de tout le pays pour récupérer le métal afin de soutenir l'effort de guerre. Alors que la République se préparait à se défendre contre les forces monarchistes, l'objectif était utilitaire, confisquer le bronze, le faire fondre, et évaluer si le matériau pouvait répondre aux besoins désespérés de canons et de monnaie de la Révolution. Mais dès que les ouvriers ont commencé à retirer les cloches de Notre-Dame et d'autres structures anciennes, quelque chose d'imprévu s'est produit. Ils ont découvert des mécanismes qui étaient restés dissimulés pendant des siècles. À l'intérieur des chambres des tours, à des hauteurs que peu de registres d'entretien avaient jamais documentées, les équipes ont trouvé des systèmes acoustiques et des appareils de résonance qui ne correspondaient à aucune méthode reconnue de suspension de cloches. Leur configuration était particulière, leur complexité était remarquable, et l'ingénierie ne ressemblait en rien à ce qui figurait dans les manuels contemporains de fonderie de cloches. Elle ne rappelait même pas la campanologie française ou italienne telle qu'on la comprenait habituellement. Cela n'est jamais apparu dans les proclamations révolutionnaires officielles. Cela n'a pas atteint les journaux documentant les triomphes de la République. Pourtant, dans la documentation interne de cette année-là, une phrase spécifique apparaît à plusieurs reprises, mécanismes imprévus, complexité excessive, fonction indéterminée. Le récit autorisé réduirait finalement tout cela à des supports de cloches traditionnels, à des mécanismes d'horlogerie abandonnés ou simplement à des éléments architecturaux décoratifs. Rien de remarquable, rien qui mérite l'attention. Mais les registres de retrait de cette période, ceux traités dans des installations gouvernementales obscures, tandis que Paris célébrait sa libération de la monarchie, révèlent autre chose. Ils révèlent des ouvriers positionnés à côté de conduits en cuivre fabriqués avec une précision bien supérieure à tout travail du métal de cette époque. Des composants assemblés si parfaitement que même à travers la qualité granuleuse des croquis de l'ère révolutionnaire, leur sophistication est indéniable. Des motifs de métal enroulé et de chambres géométriques qui ne présentent aucune similitude avec une quelconque tradition européenne documentée de suspension de cloches, mais quelque chose de plus ancien, de plus mathématique, de plus intentionnel. Et plus ils démontaient, plus les systèmes cessaient de ressembler à la campanologie telle que nous la comprenons, et ressemblaient de plus en plus à une technologie qui avait été utilisée, entretenue et délibérément dissimulée. Au départ, les équipes de retrait ont tenté de tout classer de la manière la plus simple. Support de cloches élaboré, machinerie de tours oubliée, travail métallique décoratif provenant de rénovations antérieures. Mais au fur et à mesure que la documentation s'accumulait et que des systèmes supplémentaires étaient révélés dans les tours de Paris, les contradictions se multipliaient. Pourquoi certaines chambres acoustiques étaient-elles conçues avec des dimensions créant une résonance harmonique parfaite à des fréquences spécifiques? Pourquoi certaines bobines de cuivre étaient-elles disposées selon des motifs géométriques comme si elles étaient conçues pour la distribution d'énergie plutôt que pour la production de son? Pourquoi certains conduits se prolongeaient-ils dans les murs de la tour bien au-delà des limites de toute installation de cloches? Et la question qui troublait même les métallurgistes les plus conventionnels, pourquoi ces systèmes étaient-ils si vastes? Le retrait des cloches exigeait des inventaires précis. Pourtant, l'infrastructure acoustique dans certaines sections de Notre-Dame, de la Sainte-Chapelle et de dizaines d'églises paroissiales semblait construite pour quelque chose de très différent d'appeler les fidèles à la prière. Les équipes de retrait reconnaissaient entre elles que l'échelle et la sophistication ne correspondaient à aucune documentation architecturale ou de fonderie de cloches. Et bien qu'aucun d'entre eux n'employait une terminologie comme « technologie disparue », ils reconnaissaient quelque chose d'également troublant. Quelqu'un avait construit ces systèmes auparavant. Pas des cloches, pas des instruments de musique, de la génération d'énergie. Au fur et à mesure que les registres se multipliaient, le silence aussi.
Les rapports devenaient plus brefs, les récits devenaient ambigus, les croquis cessaient de montrer les perspectives les plus larges des mécanismes, et puis les chambres des tours ont été partiellement scellées à nouveau à la fin de 1792, l'infrastructure restant sécurisée lorsque nécessaire pour la stabilité structurelle, et une grande partie de ce qui avait été révélé a été dépouillée de ses composants et fondu. Seuls des fragments survivent, de la documentation, plusieurs dessins techniques et les récits discrets d'archivistes qui ont examiné les dossiers avant que certains ne disparaissent. Mais même à partir de ce qui subsiste, une configuration devient apparente. Des systèmes trop sophistiqués pour toute installation de cloches documentée, une ingénierie trop exacte pour la chronologie acceptée, des techniques de construction qui semblent d'hériter, une infrastructure qui semble provenir d'une époque technologique entièrement différente. Lorsque les équipes de retrait sont montées au-delà des premières chambres accessibles dans les tours de Paris, les hypothèses étaient simples. Elles s'attendaient à découvrir un appareil standard de suspension de cloches, peut-être une machinerie d'horlogerie abandonnée et des traces dispersées de rénovations antérieures. Rien de particulier, rien d'exceptionnel. Mais en quelques semaines, cette prémisse s'est effondrée car au lieu d'un agencement clair de cloches et de supports, les équipes ont rencontré une succession de chambres acoustiques qui ne fonctionnaient pas comme les espaces de tour d'une cathédrale ordinaire sont censés fonctionner. La première anomalie était l'accordage. Chaque tour, Notre-Dame, Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés et des dizaines d'autres, semblait maintenir la même fréquence de résonance fondamentale, les mêmes intervalles harmoniques, le même agencement géométrique. Différentes églises, différents constructeurs, différents siècles ne devraient pas présenter cela. Différents architectes, différents fondeurs de cloches, différentes centaines d'années. Ils ne construisent pas en alignement acoustique parfait avec des structures construites à des générations d'intervalles. Pourtant, dans tout Paris, c'était le cas. Des chambres de résonance d'une cathédrale positionnées pour amplifier des fréquences qui correspondaient parfaitement aux chambres d'une autre église à des kilomètres de distance. Des canaux acoustiques alignés avec des canaux dans des quartiers complètement différents. Des chambres de cloches maintenant les mêmes proportions dimensionnelles, même lorsqu'elles étaient construites dans des styles architecturaux très différents. C'était comme si chaque tour qui s'était jamais élevée au-dessus de Paris reproduisait un modèle de fréquence original, un modèle qui n'apparaît plus dans aucune documentation architecturale. Alors que les ouvriers montaient plus haut, les chambres devenaient plus étranges. Au-dessus des plateformes de cloches prévues et des poutres de soutien, ils ont commencé à trouver du travail métallique qui ne ressemblait en rien à un appareil de suspension de cloches. Des bobines beaucoup plus complexes, des agencements géométriques considérablement plus serrés, des configurations qui semblaient trop mathématiquement précises pour quoi que ce soit dans la campanologie documentée de l'Europe. Certaines chambres semblaient presque excessives, des espaces doublés de cuivre avec une réflexion acoustique parfaite, exécutée avec une précision qui ne correspondait pas au travail métallique primitif de quelque période documentée que ce soit. Et puis est arrivée la découverte qui a déconcerté même les membres les plus traditionnels des équipes de retrait, des dépôts cristallins, des formations minérales recouvrant les surfaces métalliques, des substances qui s'étaient cristallisées selon des motifs qui ne se développent que sous une exposition vibratoire soutenue à des fréquences spécifiques. Pourtant, il n'existe aucune documentation historique de ces tours produisant quoi que ce soit au-delà des tons de cloche standards. Aucun enregistrement indiquant une opération acoustique continue à l'intensité nécessaire pour créer de telles formations. Rien qui explique pourquoi des portions substantielles des chambres de la tour semblent avoir été soumises à une résonance harmonique soutenue pendant des siècles, peut-être des millénaires. Les croquis de retrait créés en 1792 démontrent cela sans équivoque. Des ouvriers positionnés à côté de mécanismes enroulés si complexes que les hommes semblent primitifs en comparaison. Du travail du cuivre fabriqué avec tant de précision que même les ingénieurs électriciens contemporains examinent les dessins d'archives avec étonnement. Des agencements géométriques et des chambres acoustiques qui reflètent des installations technologiques bien plus sophistiquées que tout ce qui est attribué à la France révolutionnaire.
Mais le détail le plus troublant n'était pas ce qui apparaissait dans la documentation. C'était ce qui n'apparaissait pas dans les archives. Les rapports autorisés composés dans les années suivant la confiscation font à peine référence à ces caractéristiques. Certaines illustrations excluent complètement les chambres les plus complexes. Certains systèmes sont condensés avec une terminologie indéfinie comme éléments décoratifs ou embellissements architecturaux, même si les croquis démontrent qu'ils étaient bien plus complexes que cela. Le silence est difficile à ignorer, car si ces systèmes de tours appartenaient vraiment à des traditions de fonderie de cloches reconnues, pourquoi n'ont-ils pas été représentés en détail? Pourquoi les mécanismes acoustiques exceptionnels n'ont-ils pas été enregistrés de manière approfondie? Pourquoi les dessins techniques ont-ils été dispersés dans les archives révolutionnaires au lieu d'être compilés dans une seule évaluation métallurgique? Même certains composants en cuivre présentaient un problème. Des motifs géométriques trop précis, des surfaces trop raffinées, des dépôts cristallins trop cohérents, des formations qui semblaient moins relevées de la corrosion naturelle que du sous-produit d'une transmission d'énergie soutenue. Une transmission qui, selon la chronologie conventionnelle, n'existait pas lorsque ces tours ont été présumément construites. Ce que les équipes de retrait ont révélé, ce sont des systèmes qui ne correspondaient pas à la fonderie de cloches française, ne correspondaient pas à la campanologie italienne et ne correspondaient même pas les uns aux autres en termes traditionnels. Au lieu de cela, ils constituaient un vocabulaire technologique particulier, un qui semblait provenir de multiples périodes, mais qui restait néanmoins cohérent, harmoniquement aligné et impossiblement exact. La première surprise est arrivée avec les chambres elles-mêmes. Ce n'étaient pas de simples plateformes de cloches ou des espaces acoustiques basiques. C'étaient des chambres géométriquement parfaites, des pièces façonnées avec des proportions harmoniques précises, des surfaces doublées de cuivre qui préservaient leur qualité réfléchissante impeccablement à travers les siècles, et des systèmes acoustiques arrangés avec cohérence, presque comme les vestiges d'un réseau de fréquences mètres qui n'existe plus dans aucun dépôt. Certaines chambres étaient entièrement scellées, remplies de matériaux si compacts que les ouvriers supposaient avoir atteint de la pierre solide. Mais une fois percées, elles révélaient des intérieurs qui semblaient intacts depuis le moment où ils avaient été fermés. Des surfaces de cuivre poli, des agencements de bobines géométriques et des configurations acoustiques qui généraient plus de mystères que de solutions. Et puis est arrivée la caractéristique qui confond encore les chercheurs aujourd'hui: les énormes boîtiers métalliques sphériques. Officiellement, ils ont par la suite été identifiés comme des boîtiers de cloches ou des éléments architecturaux décoratifs. Mais rien à leur sujet ne correspond à une conception de cloche caractéristique ou à un travail métallique ornemental. Ils étaient trop parfaitement sphériques, trop précisément dimensionnés et trop parfaitement équilibrés, comme s'ils avaient été fabriqués avec des instruments capables de maintenir une géométrie parfaite. Certains résonateurs étaient suffisamment larges pour contenir une cloche de taille normale dans leurs intérieurs creux. D'autres étaient en métal solide avec des structures de cavité interne, presque comme le boîtier d'oscillateurs harmoniques ou de dispositifs d'amplification de fréquence. Les ouvriers de 1792 les décrivaient, dans leur correspondance personnelle, comme des sphères manufacturées. Pas des cloches, mais des formes géométriques avec une fonction acoustique, bien que personne ne puisse préciser quelle pouvait être cette fonction. Une autre particularité est apparue dans l'agencement de certains systèmes en cuivre. Ceux-ci ne soutenaient pas simplement les cloches par le haut. Beaucoup étaient configurés selon des motifs en spirale qui ne présentaient aucune logique architecturale. Descendant à travers les murs de la tour, interconnectés entre les chambres, ou positionnés autour des résonateurs sphériques en réseau géométrique. Cela générait une possibilité troublante. Les cloches au-dessus ne servaient peut-être pas simplement à appeler les fidèles. Elles ont peut-être servi de composants visibles de quelque chose de beaucoup plus vaste, un système dont les véritables dimensions n'ont jamais été documentées, jamais enseignées et jamais clarifiées dans l'histoire autorisée de l'architecture européenne. Plus les ouvriers exploraient, plus les découvertes devenaient étranges. Des composants en cuivre sont apparus avec des dimensions complètement uniformes.
Certaines surfaces étaient polies jusqu'à des finitions miroirs, raffinées, presque réfléchissantes. D'autres affichaient des motifs géométriques formés avec précision, si exacts que les métallurgistes contemporains débattent encore des instruments qui auraient pu les créer. Mais la découverte qui a produit le plus de perplexité était les structures cristallines incrustées dans le cuivre lui-même. Certaines formations semblaient résonantes, vibratoires ou alignées sur des fréquences. Pourtant, elles étaient situées dans des systèmes présumément plus anciens que toute science acoustique suffisamment sophistiquée pour générer de tels résultats. L'explication autorisée fournie par la suite: dépôts minéraux naturels, motifs de corrosion. Mais cela n'explique pas pourquoi les cristaux apparaissent dans le cuivre selon des motifs, non distribués au hasard, mais alignés, géométriques, organisés comme si le métal avait été exposé à des fréquences spécifiques sur des périodes soutenues. Cette variété de résultats exige une exposition vibratoire dépassant de loin les sonneries de cloches, dépassant de loin toute performance musicale, et dépassant de loin tout ce qui est documenté dans l'histoire architecturale européenne. Peu après ces découvertes, quelque chose de particulier a commencé à se produire. Les chambres ont été dépouillées de leurs mécanismes, les systèmes ont été démantelés, les portions complexes des installations ont été retirées des tours entièrement. Une partie de cela a été officiellement désignée comme une récupération de métal nécessaire pour soutenir l'effort de guerre révolutionnaire. Mais les choix concernant les systèmes à retirer en premier et les composants à faire fondre immédiatement ont généré des questions discrètes parmi les témoins, car les mécanismes qui ont été détruits rapidement étaient invariablement ceux qui contestaient le plus la chronologie autorisée. Les résonateurs géométriques, les réseaux de bobines de cuivre, les systèmes recouverts de cristaux, les chambres acoustiques qui semblaient se connecter à des conduits s'étendant dans toutes les structures de tours. Ces conduits étaient peut-être la découverte la plus énigmatique de toutes. Ils n'étaient pas des éléments architecturaux aléatoires. Ils étaient des composants d'une configuration systématique, un réseau de canaux qui semblait moins ressembler à des détails de construction qu'à une infrastructure, alignés, calculés, organisés, comme s'ils étaient autrefois reliés à un réseau harmonique beaucoup plus vaste, un qui connectait chaque tour majeure dans tout Paris et peut-être au-delà, bien avant qu'une quelconque culture que nous reconnaissons ait jamais documenté de tels systèmes. Et pourtant, presque aussitôt qu'ils ont été révélés, beaucoup ont été détruits. Leurs composants fondus, leur but inexploré, leur présence discrètement éliminée des relevés architecturaux ultérieurs. Lorsque vous examinez les derniers mois des confiscations de cloches de 1792, quelque chose devient impossible à ignorer. L'opération ne s'est pas terminée naturellement. Elle a été accélérée, non achevée, non terminée, accélérée. Plus les équipes de retrait progressaient, plus le caractère de leur documentation se transformait. Les entrées initiales étaient procédurales, presque routinières. Mais à la fin, le langage devient prudent, indéfini et étrangement incomplet, comme si quelqu'un d'autre contrôlait soudainement ce qui pouvait être enregistré. Et c'est là que commence le mystère ultime. Car les dernières chambres auxquelles ils ont accédé dans les tours les plus hautes de Paris n'étaient pas typiques. Elles n'étaient même pas architecturales, elles n'étaient même pas décoratives, elles n'étaient même pas classifiables comme appareils de suspension de cloches. Elles étaient quelque chose d'entièrement différent. Plusieurs récits, les rares qui ont persisté, décrivaient des systèmes qui se transformaient brusquement du reconnaissable à l'inexplicable. Du travail du cuivre avec des connexions si précises qu'on ne pouvait pas insérer une lame entre elles. Des chambres géométriques formées avec une précision que la France pré-industrielle n'était jamais censée posséder. Des résonateurs conçus pour des fréquences bien au-delà de tout ce qui est produit par des cloches et des conduits qui s'étendaient dans toutes les structures de tours, disparaissant dans les murs sous les structures contemporaines. Mais voici l'aspect qui est toujours dissimulé. Les systèmes les plus sophistiqués étaient ceux qui ont été fondus en premier. Les ouvriers ont décrit le démantèlement de chambres complètes, le retrait de composants, la destruction d'installations qui venaient juste d'être découvertes. Ce n'était pas graduel, c'était rapide. L'explication autorisée,
pénurie de métal, nécessité militaire, urgence révolutionnaire. Mais s'il ne s'agissait que de récupération de bronze, pourquoi les systèmes les plus complexes, les plus géométriquement précis, les plus acoustiquement sophistiqués étaient-ils ceux détruits en premier? Et pourquoi les cloches simples étaient-elles souvent laissées suspendues, tandis que les mécanismes élaborés étaient prime prioritaires pour la destruction? Cela n'a pas de logique, à moins que ces systèmes de tours ne posent une variété différente de dangers, pas physiques, historiques. Car si l'infrastructure dans les tours de Paris présentait vraiment une ingénierie acoustique au-delà de la capacité pré-révolutionnaire, et si certains de ces systèmes ne correspondaient à aucune tradition documentée de fonderie de cloches, alors le récit complet accepté du développement technologique européen commence à s'effondrer. Imaginez ce que cela signifierait si les plus grandes cathédrales d'Europe avaient été construites autour de quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose de fonctionnel, quelque chose d'ingénieux, quelque chose que nous n'avons pas construit pour le culte. Imaginez ce que cela signifie si les tours n'étaient pas simplement des réalisations architecturales, mais les composants visibles d'un réseau de fréquences continentales qui précède l'histoire enregistrée. Et c'est peut-être pourquoi les découvertes de 1792 ont été systématiquement détruites. Non pour approvisionner la Révolution, mais pour éliminer les preuves. Les croquis restants racontent leur propre récit. Des ouvriers positionnés à côté de systèmes qui semblent presque technologiques, des agencements géométriques qui reflètent la génération de fréquences, des chambres acoustiques trop sophistiquées pour leur époque présumée. Ce ne sont pas les variétés de découvertes que les historiens préfèrent clarifier, ce sont les variétés qu'ils préfèrent ne pas discuter du tout. Et cela nous amène à la question ultime. Pourquoi les preuves les plus sophistiquées, les systèmes acoustiques les plus complexes, l'infrastructure la plus géométriquement précise, ont-ils été détruits si complètement? Car lorsque vous prenez du recul, la configuration devient apparente. Les chambres de résonance ont été démantelées. Les réseaux de cuivre géométrique ont été démantelés. Les résonateurs sphériques ont été démantelés. Les conduits alignés sur les fréquences ont été démantelés. Les systèmes recouverts de cristaux ont été démantelés. Et même des portions de la documentation technique ont disparu, presque comme si la confiscation avait révélé par inadvertance un chapitre de l'histoire qui n'était pas censé émerger. Un chapitre plus ancien que la monarchie française, plus ancien que le christianisme enregistré, plus ancien que le récit qu'on nous a fourni. Et pendant un bref instant, en 1792, les tours se sont ouvertes suffisamment pour le révéler. Mais plutôt que de l'examiner, ils l'ont détruit, fondu, démantelé, oublié, ou fait semblant. Car si les grandes cathédrales d'Europe dissimulaient des systèmes de génération de fréquences érigés par une civilisation que nous ne reconnaissons plus, alors la véritable question n'est pas ce qui a été découvert en 1792, c'est ce qui reste encore dans les tours du monde. Quelles autres églises, quelles autres structures, quels autres systèmes acoustiques ont été discrètement détruits bien avant que quiconque pense à les documenter correctement? La confiscation des cloches de 1792 n'était pas simplement un effort de récupération de métal révolutionnaire, c'était un aperçu, un bref aperçu par inadvertance d'une version de l'histoire que nous n'étions jamais censés voir.